Eh bien, je retrouve Édouard qui va enlever ses lunettes parce qu'on voit que le reflet de la lumière sur ses verres. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre émission religieuse, mais qui va s'adapter à la réalité, puisque Édouard a une petite phrase sur les entrepreneurs prononcée par François tout à fait intéressante. Et vous avez tous vu le discours de Javier Milei que nous republions sur le courrier des stratèges. Discours de Javier Milei, président argentin, pour ceux qui ne le savent pas encore, libertarien, au forum de Davos où il a quand même renversé quelques tables. Et c'était l'occasion de comparer la spiritualité dans la société, dans la ville, dans les murs, telle que François la pratique et telle que Javier Milei, au fond, l'a dégagée, puisque on va y revenir, mais dans son discours, il y a quand même un certain nombre de prise de position extrêmement ferme sur la tradition morale, je vais l'appeler comme ça, on va nuancer ensuite, qui mérite d'être relevée. Alors, quelle est la petite phrase que tu as relevée de François, Édouard? Alors oui, ça sert de lire les journaux des vaticanistes, les articles des vaticanistes, parce qu'on voit les L'Osservatore petites phrases du pape. Romano. Voilà. Oh, mais il y en a beaucoup plus que ça. Et puis, il y a, tout le monde interroge la moindre déclaration. Alors moi, j'en ai trouvé une qui est vraiment intéressante. Le pape est allé, il y a quelques jours, je crois que c'est samedi dernier, rencontrer, comme il le fait de temps en temps, puisqu'il est évêque de Rome, les prêtres du diocèse. C'était une réunion qui n'était pas ouverte aux médias, mais il y a quand même des choses qui ont été rapportées. À un moment, évidemment, il a été interrogé sur la question de la bénédiction ou pas des couples homosexuels, sujet qui anime le Vatican et l'Église depuis plusieurs semaines, on en a parlé déjà. Et il a eu cette phrase que je trouve extrêmement révélatrice. Il dit, vous comprenez, vous me demandez si on peut bénir quelqu'un qui vient me voir, qui vient me demander la bénédiction, et il faudrait s'interroger sur ce qu'il a fait de bien ou de mal. Mais moi, quand je bénis un entrepreneur, je ne lui demande pas s'il a volé quand il vient me demander la bénédiction. Et j'ai trouvé que c'est tellement révélateur, c'est le genre de petits mots, alors en plus avec la spontanéité du pape, et c'est le genre de petites phrases qui en dit tellement long sur sa vision du monde. Parce que c'est quand même extraordinaire d'avoir un a priori sur les entrepreneurs qui seraient tous des voleurs. Ça m'a d'autant plus frappé que j'ai lu ça, tu y faisais allusion, juste après avoir écouté le discours du président argentin Javier Milei, qui au contraire fait l'éloge des entrepreneurs. Et je me suis dit, il y a vraiment deux Argentines qui se font face, mais j'imagine que dans beaucoup d'autres pays, à commencer par la France, on pourrait avoir un évêque qui au fond, soupçonne ceux qui gagnent de l'argent dans le secteur privé de ne pas être tout à fait honnêtes pour avoir fait du profit, et en face, un entrepreneur disant, écoutez, il n'y a pas de capitalisme sans éthique. Alors, euh, est-ce que tu peux nous redire quand même, parce que je sais que c'est très abondamment discuté, je crois que ça s'appelle la doctrine sociale de l'Église. On avait dit qu'on fera un point sur la doctrine sociale de l'Église, finalement on l'a jamais Hmm. fait. Il faudra peut-être penser à le faire, parce que c'est un vrai sujet. Quelle est la place de l'entreprise dans la doctrine catholique aujourd'hui? Alors, effectivement, commençons Par peut-être le une série de points commencement. sur la doctrine sociale de l'Église, qui est un corpus aujourd'hui assez abondant. Euh, il est logique que l'Église s'intéresse à la société, aux relations entre les hommes et en particulier aux relations de travail. À la fin du 19e siècle, le pape Léon XIII, en 1891, a publié une célèbre encyclique, donc une lettre qui était adressée à tous les chrétiens et qui encourageait ce qu'on a appelé ensuite le christianisme social, c'est-à-dire l'idée que le capitalisme n'était ni bon ni mal en lui-même, mais il fallait qu'il soit accompagné d'une pratique éthique et en particulier d'une sollicitude du patron envers les gens qui l'employaient. Il y avait une réaction qui n'était pas unique
dans l'Europe de cette époque par rapport à certains excès de la révolution industrielle naissante. Le pape était en phase avec ce qu'avaient dit certains conservateurs britanniques et ce qu'avaient dit beaucoup de catholiques en Allemagne, en Belgique, en France. Bon. Ensuite, ça a donné le départ à une série de réflexions qui étaient plus explicites sur l'Église et la société et que faisait le chrétien quand il était au travail. Je saute les étapes. Pour le centième anniversaire de l'encyclique de Léon XIII, Jean-Paul II, qui était pape, le pape donc de ce centre, a publié une encyclique qui est très intéressante pour deux raisons. Elle dit qu'elle se réfère à l'enseignement du grand prédécesseur, mais c'est la première encyclique aussi positive sur l'entrepreneur et la liberté économique. Alors attends, Pourquoi? je te coupe Parce parce que que, les gens, excuse-moi, je te coupe, mais les gens ont oui, parfois besoin de repères. Donc on dit que oui, l'encyclique fondatrice du catholicisme social, l'encyclique de Léon XIII, c'est Rerum Novarum. Et oui, donc tout à 100 ans fait. plus tard, c'est-à-dire en 1986 de mémoire, 11, 91, 91. 91, euh, Jean-Paul II sort une nouvelle encyclique dont j'ai oublié le nom. Mais est-ce que tu... Centesimus Annus. Centesimus Centesimus Annus. Annus, c'est-à-dire la centième année, donc c'est le centenaire de Rerum Novarum. Et c'est très intéressant parce que Rerum Novarum avait été assez neutre vis-à-vis du capitalisme, avait prôné l'engagement social du patron chrétien et au passage, il faut le dire, était très antisocialiste. On va y revenir. Euh, un Alors, on siècle peut plus même tard, dire, si tu me permets de te Jean-Paul couper, II, que Rerum Novarum oui, a en fait été conçu comme la réponse catholique à la montée du marxisme euh, et qu'elle a beaucoup oui, servi à lutter contre tous ces mouvements qui appelaient à la révolution prolétarienne et cherchait à se situer entre un capitalisme manchestérien débridé du laisser-faire, on va y revenir, et le socialisme. C'est un peu l'idée, c'est de oui, créer une tout à espèce fait. de pont entre les deux. En tout cas, de dire très clairement aussi que l'économie, le développement économique n'était pas une réalité mauvaise en soi, et avec forcément des gens qui en exploitaient d'autres. Tout dépendait de l'intention des acteurs. Alors, un siècle plus tard, ce qui est intéressant, c'est que comme on a eu le marxisme au pouvoir dans un certain nombre de pays, d'une part, et comme d'autre part, on est en plein renouveau à cette époque-là. Madame Thatcher vient de quitter le pouvoir, c'est le mur de Berlin vient de tomber, et Jean-Paul II s'exprime en fait sur la liberté d'entreprendre. Et il est objectivement, il est plus chaleureux que son prédécesseur sur les entrepreneurs et sur la nécessité de toujours mettre la liberté au cœur de l'économie. Et ça, c'est quelque chose qui a un peu gêné à l'époque certains lecteurs, certains observateurs, qui, au fond, on pense à la théologie de la libération, qui a beaucoup marqué le pape François, euh, qui, au fond, pensait que si on est un bon chrétien, il faut être socialiste. Et je pense que, sans lui faire de procès, mais François a un peu grandi dans cette mentalité, surtout que il avait 15 ans, 20 ans, 25 ans quand Péronne était au pouvoir. Et Péronne, c'est quand même le grand mélange des genres, à la fois rigide, autoritaire et en même temps, au fond, beaucoup plus favorable aux syndicats qu'au patronat, pour dire les choses en termes mesurés. Voilà ce qui est intéressant, c'est que au fond, euh, euh, finalement, le plus catholique des deux, Javier Milei ou le pape François, sur le sujet de l'économie, Alors, ben, je ne trancherai pas tout de suite. Voilà. donc, hier, on a tous regardé le discours, qui est en réalité un discours fondateur, peut-être à l'insu même de Javier Milei. Je titre aujourd'hui que c'est le professeur Nimbus, puisqu'il est allé à Davos pour porter une parole qui était beaucoup plus théorique que ce qu'on entend d'habitude. Il y a une espèce de Oui, jargon davosien que Milei ne partage pas du tout. Milei est allé faire un cours d'économie libertarienne qui nous a oui. réjouis Mhm. sur la scène. Et je sais qu'il a perturbé pas mal d'identitaires notamment,
puisque Javier Milei a parlé d'un certain nombre de droits naturels, de l'identité de l'Occident, de la défense de l'Occident, de la défense des valeurs de l'Occident, et il s'est notamment attaqué à l'avortement, considérant qu'il s'agissait d'un outil immoral, on va dire ça comme ça, mais tu vas renuancer, d'un outil immoral développé par la caste mondialiste pour contrôler les populations ou la démographie et que lui Mhm. considère qu'il y a des droits naturels à défendre, ce qui est, en tout cas moi à titre personnel, une position qui me convient tout à fait, et que dans le cadre de ces droits naturels, l'État est le problème et non la solution. La célèbre formule de Ronald Reagan qu'il a reprise à son compte et qu'il a développée en reprochant aux Davosiens, au forum de Davos, de faire la part trop belle à ce qu'il appelle le socialisme, c'est-à-dire à des politiques de solidarité, de collectivisme, et pas assez de place à l'entreprise et à l'initiative individuelle comme expression des droits naturels et au fond, j'allais dire, de l'identité profonde de ce que nous sommes. Voilà. Comment on interprète religieusement ce pont qu'il a fait au fond entre le libertarisme et les vieilles valeurs catholiques? Alors, ça peut surprendre certains, effectivement. Euh, J'imagine que certains chrétiens se disant de gauche ont envie de mettre en enfer, d'envoyer en enfer Javier Milei, même si le pape a dit qu'il n'était pas sûr qu'il y ait du monde en enfer. Hein. Donc, mais bon, ça nous entraînerait dans Ce un qui nous autre débat. déçoit, on comptait retrouver les copains là-bas et puis Alors, non, en fait, on connaît très mal euh, le corpus avant la doctrine sociale de l'Église. Euh, qui connaît l'école de Salamanque au XVIe siècle en Espagne? Ce sont des théologiens enracinés dans la pensée de saint Thomas d'Aquin. Et en fait, tout historien sérieux de l'économie et de la pensée économique, à commencer par le grand libertarien Murray Rothbard, euh, nous dira qu'il y a tous les concepts sur l'économie de marché dans les traités de théologie de l'école de Salamanque. Et si j'étais avec le pape François, je me ferais un plaisir de le taquiner en lui demandant s'il a lu Saint Bernardin de Sienne faisant l'éloge du marché. C'est un franciscain. Et pourquoi? Parce que pour les franciscains, il y avait un lien évident entre la pauvreté personnelle du moine ou l'éthique individuelle du laïc et le fait de faire servir l'argent à quelque chose, de le faire servir au bien commun, mais pas effectivement en demandant à l'État, ou à l'époque ça aurait été le souverain, de faire la chose. Non, c'est moi comme individu qui décide d'aider la société indirectement, mais en lançant une action entrepreneuriale et en développant la richesse, en créant de la richesse. Et ça, c'est un corpus catholique, chrétien d'ailleurs. Hein, je renvoie au célèbre livre de Max Weber sur protestantisme et capitalisme. Mais en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que chez les catholiques aussi, il y a tout un courant qui va dans ce sens depuis le Moyen Âge. Et Javier Milei, je ne sais pas s'il le savait, mais en tout cas, il est enraciné dans cette pensée-là quand il fait l'éloge de l'entrepreneur et quand d'autre part, il réclame une éthique individuelle, personnelle, et, plutôt que la coercition de l'État. alors, finalement, je profite quand même de cette émission parce que je suis très frappé aujourd'hui dans la dissidence et enfin, ce qu'on appelle la dissidence, la résistance. Voilà. Je suis très frappé de voir des gens plutôt ordinaires, enfin des commentateurs de tous les jours, je dirais, qui ont une certitude bien enracinée, c'est qu'au fond, le problème dans la société française, c'est un acteur extérieur. Parfois, c'est les dirigeants, les énarques, les francs-maçons, parfois les juifs, mais c'est plutôt les francs-maçons, les énarques, ce qui moi me gêne pas. Enfin, c'est ou les dirigeants ou l'Europe. Tous les problèmes viennent de l'Europe. J'avais une discussion ce matin sur comment on fait pour lutter contre la baisse de la natalité. Déjà, il faut sortir de l'UE. Alors, je dis, ben, je connais peu de gens qui disent je fais pas d'enfants parce que on appartient à l'UE et quand on en sortira, je ferai des enfants. Voilà. D'autres disent c'est les étrangers qui. Voilà. Mais en aucun cas, il n'y a en France, enfin, il y a un fort courant en France de normisme, comme on dit maintenant, qui disent les problèmes, c'est extérieur, mais nous n'avons pas à nous remettre en cause.
Et au fond, nous assistons au déclin de la responsabilité individuelle et même à l'effondrement Hein. du sens des responsabilités individuelles en France. Que- Est-ce que tu penses que Javier Milei a enfin porté le flambeau à Davos de arrêter d'expliquer aux gens qu'ils sont des riens, que tout est collectif et demander-leur de prendre leurs responsabilités et d'agir? Est-ce que, il n'y a pas au fond Oui, cette responsabilité aujourd'hui chez les libertariens qui manque terriblement dans le discours de l'Église catholique? oui, mais quand on dit que ça manque dans le discours de l'Église catholique, c'est qu'elle oublie, disons, des catholiques oublient des choses très simples. Euh, la responsabilité personnelle, c'est au cœur de l'enseignement évangélique. Quand le Christ dit ne regardez pas la paille qui est dans l'œil de votre voisin, regardez d'abord la poutre qui est dans le vôtre, c'est absolument contre, ça va absolument contre c'est pas moi, monsieur, c'est lui, ou j'y suis pour rien, ou c'est les autres. Bon, voilà. Et c'est très important. Et donc, Milei, oui, il renoue avec un fil qui n'a heureusement jamais été complètement coupé, mais on ne connaît pas Madame Thatcher, par exemple. Alors, il y a tout un discours sur elle, cette femme au cœur de fer, je ne sais pas quoi, enfin, mais c'était d'abord une méthodiste convaincue. C'était encore une chrétienne très fervente. Et pour elle, on fait souvent un contresens quand elle a dit il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la société, mais c'était la société au sens du collectivisme, parce qu'elle voulait dire il y a un primat, c'est celui de la responsabilité individuelle. Ne dites pas c'est pas moi, c'est la société. Non, vous avez pris une décision, vous étiez libre de le faire. Alors, c'est un débat philosophique ancien, mais effectivement, Milei renoue avec cette tradition-là, et c'est une très bonne chose. Dernier point sur le sujet de l'avortement, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup aujourd'hui considèrent l'avortement comme un droit garanti. Alors on veut même le mettre dans la Constitution en France, mais Milei rappelle une évidence, c'est que pour les eugénistes et les fondateurs de l'idée de la régulation de la population, qui d'ailleurs, tout ça, ça se passe dans les années 20, dans les années 30, l'avortement était un moyen de régulation des naissances dans les pays trop pauvres pour savoir se servir de la contraception. Et c'est un discours très méprisant du nord sur le sud, des blancs sur les autres, développé aux États-Unis avec toute bonne conscience, surtout d'ailleurs quand c'était des présidents démocrates au pouvoir. Alors évidemment, Milei, il met les pieds dans le plat, puis c'est vrai que c'était drôle de le voir à la tribune comme un professeur qui venait débiter son cours devant un amphi, et puis il était en train d'envoyer des petites bombes, des grenades, mais visiblement, il n'avait pas l'air du tout affolé. Il a remis, on peut se permettre cette image, il a remis l'église au centre du village, Du village mondialiste. du village global, exactement. Est-ce que tu penses qu'au fond, ce qui relèvera, puisque je crois que beaucoup de nos lecteurs d'ailleurs pourront être d'accord, alors peut-être pas sur le diagnostic, les causes, mais sur le mot général, nous vivons une phase de décadence de l'Occident, et spécialement de décadence française. D'une certaine façon, l'Argentine, c'est une espèce de super France parce que ce que tu as dit du péronisme, ce mélange d'étatisme autoritaire et en réalité, c'est le système des corporations Hum, qu'utilise Perron. C'est un pouvoir fort avec des corporations, une espèce de vie sociale organisée, des corps intermédiaires. Ce qu'on appelle les corporations, le corporatisme, c'est un peu une super France qui aurait 30 ans d'avance en termes de déclin économique. Est-ce que tu penses que, de même que Milei, au fond, montre la voie en disant ce qui relèvera l'Argentine de sa décadence, c'est l'entreprise, la libre entreprise, c'est-à-dire la dérégulation, le marché ouvert, la réduction massive, drastique du rôle de l'État. Est-ce que tu penses que Javier Milei montre la voie à ce qui pourrait se passer en France ou ce qui permettrait de relever la France? Oui, alors il y a, je pense, un préalable, mais ça va ensemble en fait. C'est que le déclin du sens de la responsabilité individuelle est aussi lié à un déclin de l'exigence éducative. Parce qu'au fond,
c'est quand on est enfant qu'on apprend le sens de l'effort, le fait que le travail est récompensé, que la créativité peut amener à la richesse, etc. Et donc je pense que oui, il faut absolument une révolution libertarienne en France. Je le pense depuis longtemps et je me suis jamais caché d'être un grand admirateur de Margaret Thatcher, plus que de Reagan d'ailleurs. Parce que Reagan, il avait l'État américain à sa disposition, l'industrie de la défense, il a fait du déficit. Madame Thatcher, elle a géré une nation qui était responsable de ses finances publiques. Et Elle l'a relevé et surtout, sa elle nation. l'a relevé et elle l'a fait avec beaucoup plus de pragmatisme que ce que disent les idéologues. Mais le plus important pour moi, c'est que ça va avec une vision de la responsabilité individuelle qui doit être partie prenante de l'éducation, ce qui veut dire non pas qu'il va falloir remettre de l'argent dans l'éducation nationale, mais qu'il va falloir favoriser l'initiative privée aussi dans l'éducation. Nous devons multiplier les écoles privées, alors on dit hors contrat en France, mais avec sans doute une fiscalité favorable pour aider leur développement, mais qui permettent de former les futurs entrepreneurs et ceux qui vont demain exercer leurs responsabilités au sens plein du terme dans la société, éventuellement dans l'État, mais surtout dans le monde économique. Et alors, c'est là que c'est difficile. C'est que Milei nous dit bien, regardez, en 1900, l'Argentine était parmi les grandes puissances et regardez ce qui s'est passé en un siècle. Et c'est facile de défaire, mais pour reconstruire, et donc c'est l'œuvre de plusieurs décennies en France, mais c'est pas la peine de dire que on commence pas tout de suite. Ça serait même mieux de commencer très vite. Bon, on en profite pour, puisque tu parlais de l'école, pour glisser un mot. C'est la question du chèque scolaire, puisque beaucoup de gens nous disent, mais l'école privée, c'est pour les riches, blablabla. La proposition est de dire que chaque parent qui inscrit son enfant dans une école publique, dans une école privée hors contrat, doit recevoir un crédit d'impôt égal à la subvention moyenne que l'État accorde à un élève de même niveau dans une école publique. Comme ça permet de sortir de la question d'argent, hein. Et donc, ça permet à chaque famille, quel que soit son niveau social, d'avoir accès à une école privée, ou en tout cas d'avoir un remboursement massif des frais de scolarité, même s'ils ne sont pas forcément totaux. Ce que je te propose, Edouard, c'est qu'on se concentre quand même sur, un de ces cas, sur la doctrine sociale de l'Église. On avait dit qu'on le ferait, on ne l'a pas fait. Et puis, je pense que ce serait intéressant que nous ayons quand même un certain nombre d'éclairages dans les semaines qui viennent sur ces questions d'église, de christianisme, de Jésus, d'évangile et d'entreprise, parce que je crois que c'est au cœur de la responsabilité individuelle, et c'est bien de redire qu'on peut être catholique et croire à la responsabilité individuelle. Ah oui, c'est même prioritaire. Mais on pourra reprendre un certain nombre de choses, effectivement, sur catholicisme et entreprise qui sont mal connues, alors que quand on connaît un peu l'histoire de l'Église, c'est central dans l'histoire du développement européen. Bon, eh bien écoute, à bientôt Edouard, on se reparle de toute façon lundi prochain, ce lundi, le journal que nous ferons à deux, puisque je crois qu'il y a eu un fort soutien, quelles que soient les péripéties, à l'idée qu'on fasse ce journal à deux et pas à trois. Et puis on se retrouve dans notre émission religieuse et on essaiera quand même de glisser un rendez-vous européen en plus, puisque Oui, l'Europe est devenue un sujet majeur dans nos vies, en tout cas pour les 6 prochains mois. Vous aurez tous remarqué qu'Emmanuel Macron n'a pas été interrogé une seule fois sur l'Europe durant sa conférence de presse. J'y reviendrai. À très vite, Édouard. à bientôt, Eric. Bonne fin de semaine.